dans le phénomène totalitaire, il y a vraiment la question de la censure de la liberté d'expression, c'est-à-dire que il y a des mots qui deviennent dangereux, qu'on n'a plus le droit de prononcer, et il y a des mots qui sont sanctifiés. On va réduire l'individu à un QR code, on va mettre ce qu'il est dans des banques de données. En fait, on peut aujourd'hui hacker le cerveau de l'individu. Cette soumission s'obtient sur la durée par de la répétition et par cette addition de chocs traumatiques. Tout ceci a pour effet de créer de la confusion mentale à très haut degré. C'est à partir de la confusion mentale que le cerveau sera colonisé. Bonjour Ariane Biran, bonjour Vincent Pavant, merci d'avoir accepté notre invitation. Ariane Biran, je rappelle que vous êtes philosophe, psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie, spécialiste de l'étude des manipulations, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres en lien avec ces sujets. Vincent Pavant, vous êtes maître de conférences et chercheur en mathématiques à l'université d'Aix-Marseille. Alors, vous avez coécrit le livre Le débat interdit, langage Covid et totalitarisme, publié aux éditions Guitry et Daniel au mois de mars 2022. Un ouvrage qui interroge l'usage de la langue, de la logique et de la science dans le cadre de la crise sanitaire et qui propose également une réflexion sur le rapport à la vérité, à la morale et à la justice dans notre société à travers le prisme des décisions prises par le pouvoir politique et des discours tenus par les médias et les scientifiques ou les médecins pendant cette crise. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre ? Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. L'idée au départ est venue de moi parce que je savais que Vincent avait des clés. Et en fait, au départ, on n'avait pas l'idée totalement d'écrire un livre. On voulait écrire un article et ça s'est rapidement transformé en livre. C'est-à-dire que de mon côté, j'avais identifié que nous avions affaire à ce qu'on appelle un peu vulgairement une psychose de masse, c'est-à-dire un délire. Qu'est-ce que c'est un délire ? C'est une croyance qui est totalement dénuée de rapport en fait avec la réalité de l'expérience et qu'il fallait remonter au premier principe de ce délire paranoïaque, c'est-à-dire comment ça a commencé, sur quoi il se fonde. Et Vincent avait ces clés-là, c'est-à-dire sur quelle fraude tout simplement ce discours idéologique qu'on nous a servi depuis mars 2020 se fonde. Et en réalité, dès qu'on comprend qu'il y a eu une corruption de la science, et en particulier des mathématiques, une imposture frauduleuse dès le départ, on comprend aussi que toute la suite ne tient pas debout. Tout simplement, c'est un discours imaginaire et puis un discours de réalité. Et c'est un discours purement conceptuel qui tourne en roue libre. Et donc, c'était très important. En tout cas, je savais l'importance de toujours revenir au départ, au démarrage, au premier principe, aux racines du délire paranoïaque, que ce soit d'ailleurs pour l'individu ou pour le collectif, pour en saisir la nature ou surtout le mensonge. Et c'est ce que nous avons fait. En interrogeant les conditions d'exercice de la science. Donc, en fait, tout simplement, nous avons fait un travail d'épistémologie, de conditions de philosophie, de philosophie des sciences. Quelles sont les conditions ? Et elles ne sont effectivement pas remplies de notre point de vue. Voilà, puisque tout a commencé par un dévoiement des mathématiques, et c'est ce que démontre précisément Vincent. Dévoiement à la fois dans les erreurs de mathématiques, dans ce qu'on leur fait dire, dans ce qu'on leur fait conclure, dans ce qu'on leur fait pronostiquer, et dans l'instrumentalisation de ces mathématiques. Nous avons, dans l'ouvrage, précisément articulé la question de la logique, des fraudes de la logique et la question de la langue, c'est-à-dire également des fraudes dans la langue pour servir ce discours scientiste. Voilà. Oui, alors je vais revenir. En fait, Ariane et moi, on se rend compte quand justement j'ai cette réflexion
propos du mensonge et de la vérité. Et à l'époque, je lisais un psychanalyste très célèbre qui s'appelle Claude Racamier et qui avait dit quelque chose sur la perversion narcissique, qui est le pervers narcissique est celui pour lequel le mensonge réussi vaut autant qu'une vérité. Et là, j'étais saisi vraiment de la pertinence en fait de cette définition dans ce qu'on vivait et qu'on vit toujours plus ou moins d'ailleurs, s'agissant de raconter ce qui se passe donc autour du Covid. Et j'ai été d'autant plus frappé que, en principe, les mathématiques justement sont le langage de la vérité. C'est ce que nous enseignait Descartes, par exemple, à travers justement ce qu'on appelait l'optique géométrique. Descartes avait conscience que nos sens pouvaient nous illusionner, la vue en particulier, et donc les lois de l'optique géométrique et le calcul qui était issu de ces lois étaient là normalement pour rétablir le réel et donc nous dissiper des illusions, des mirages, etc. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment tout à fait bouleversant de me rendre compte que les mathématiques qui normalement sont quelque chose de très précis, très rigoureux, qui permettent de lier justement les choses de la logique à la logique des choses. Bon, c'est vraiment le langage qui, en science, permet de faire les liens entre le discours et, en gros, l'observation. Eh bien, je me suis rendu compte que ces mathématiques étaient complètement dévoyées, qu'elles servaient non plus à retrouver le réel et à retrouver le réel de façon rigoureuse, mais au contraire à créer l'illusion de façon totalement délirante, scientiste. Et je comprenais pas en fait ce qui se passait, parce que pour moi les scientifiques, en particulier ceux qui utilisent des mathématiques dans les sciences physiques, alors on n'utilise que les mathématiques en sciences physiques et les scientifiques n'utilisent que les mathématiques. C'est-à-dire que c'est quasiment tautologique. Hein, si vous utilisez les mathématiques dans vos disciplines, c'est que vous faites en gros des sciences physiques. Eh bien, en fait, tout ça a été totalement dévoyé. Et donc, je ne comprenais pas. Et en fait, la clé avec Ariane, qui est à la fois philosophe et psychopathologiste, en fait, c'est de voir que ce discours mathématique dévoyé, ce discours scientiste, en fait, ça avait à la fois une idéologie politique et également un comportement psychique de nature, donc comme elle a dit Ariane, sans doute paranoïaque, pervers, et qu'en fait, la tension justement entre l'idéologie et la psychologie passe par les mathématiques qui vont devenir un discours scientifique qui va convaincre et qui va faire qu'on va se mettre à croire tous dans le même délire, de même un petit peu qu'on peut raconter des affabulations complètes quand on est un oracle, etc. Mais c'est suffisamment puissant en tout cas pour que les gens y adhèrent. Et c'est ça en fait qui nous a réunis, c'était de comprendre l'articulation entre le discours scientifique ou plutôt scientiste, c'est-à-dire la fausse science, et comment il était récupéré d'un côté par l'idéologie pour bien manipuler ensuite derrière la psychologie et faire en sorte que tout le monde avance dans le sens du délire. On pourrait rajouter nous avons appelé le livre Le débat interdit, parce que précisément, c'est à cela aussi qu'on reconnaît le scientisme, c'est-à-dire que c'est un dogme qui ne peut pas se contester. Or, il est quand même tout de même très important de rappeler quelques fondamentaux. Nos analyses, nos constructions théoriques sur le réel qui nous entoure sont imparfaites et elles avancent par controverse. Ce qu'on appelle en épistémologie les révolutions scientifiques, c'est-à-dire précisément on va regarder avec une fenêtre un paradigme et puis on va faire évoluer ce paradigme et parfois on va complètement même le retourner, c'est une révolution. Et c'est par controverse qu'avance la science. Or, quand on bascule dans le scientisme, il y a une rigidification, c'est-à-dire que nous devons croire comme d'une croyance sectaire dans le dieu des mathématiques dont nous a parlé Vincent. D'ailleurs, il y avait des rituels, des chiffres tous les jours, etc. Et on oublie aussi que les chiffres, ça s'interprète. Hein. Donc, il y a une deuxième fraude, c'est l'évacuation de la complexité, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un réductionnisme. L'individu est considéré comme un espèce de territoire vierge, tout à fait interchangeable. On va appliquer la même solution miracle ou la même potion miracle pour tout le monde, sans regarder la complexité du terrain, de l'histoire, d'éventuelles possibilités de choc anaphylactique, par exemple. Donc, on peut même mettre en danger de mort parce qu'on fait ce réductionnisme. Et ce réductionnisme, il est aussi dans le fait d'évacuer, je crois que l'une des plus grandes fraudes de cette affaire, c'est d'évacuer le paramètre vivant, c'est-à-dire c'est une confusion entre la matière morte
et la matière vivante. Donc, quand on applique des mathématiques à l'être vivant, on a tout simplement oublié ce paramètre vivant, qui est cette complexité, qui n'est pas seulement une espèce de virus considéré comme un ennemi armé extérieur, etc., mais il y a des interactions entre les êtres, il y a des complexités, et c'est pas le virus en soi qui est un ennemi, comme ça nous a été présenté dans un délire de persécution de masse, et il y a bien d'autres choses et qui doivent interagir. Et nous avons aussi fait ressortir la distinction oubliée, mais pourtant très présente dans l'Antiquité, quand il s'agissait de faire de l'épistémologie, entre les sciences spéculatives et les sciences opératives. C'est-à-dire que les sciences spéculatives, elles restent dans le pur concept. Donc, on peut dire la philosophie, les mathématiques restent dans le pur concept. En revanche, les sciences opératives sont celles qui interagissent avec le réel. Et la médecine fait partie de ces sciences opératives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours un retour, il y a un échange avec le réel pour faire évoluer. C'est-à-dire qu'on va autopsier les cadavres, par exemple, en médecine, on l'a fait. Donc, c'est parce qu'on va acquérir de la connaissance dans cette interaction. Or, tout ceci a été totalement évacué, c'est-à-dire qu'on a bien vu que depuis 2 ans, les retours du réel n'intéressent pas le discours dominant, qui est donc une usurpation, puisqu'il confond la médecine avec une science spéculative, dans laquelle on tourne en roue libre avec du faux raisonnement tautologique et on s'auto-valide, en fait, on est dans l'auto-validation pour servir des desseins politiques. Donc tout ceci, c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans cet ouvrage. Vous expliquez aussi dans votre livre que la langue est le terrain de jeu de prédilection du mouvement totalitaire, qu'il utilise dans un sens dévoyé et perverti afin de détruire les liens de transmission, d'appartenance et les liens logiques. Vous ajoutez que tous les systèmes totalitaires ont en effet créé leur 9 langues, et vous soulignez que dans le cadre de cette crise sanitaire, les mots sont pervertis par un processus d'avilissement de la langue. Vous ajoutez qu'ils sont enlevés, pris en otage, et peuvent aller jusqu'à inverser la désignation des victimes et des bourreaux. Alors, en quoi cette corruption et l'instrumentalisation du langage font-elles partie intégrante du phénomène totalitaire ? Pourquoi la création d'une nouvelle langue est-elle absolument nécessaire pour lui permettre de déployer ses effets ? Cette analyse de la corruption de la langue en tant que phénomène remonte, en tout cas déjà, remonte aux stoïciens. Hein, donc, au 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons déjà Sénèque qui nous alerte sur cette corruption de la langue, qui est liée à la fin des empires, hein, à la déchéance des empires. Donc, effectivement, quand les empires sont en déchéance, ils ont besoin de se rigidifier pour essayer de sauver la maison, en tout cas voilà. Donc il y a de plus en plus de traits autoritaires, tyranniques, donc et il y a un dévoiement de la langue. Alors ce qui est important, c'est que nous accédons au monde et aux autres par la langue. C'est-à-dire que c'est parce que, pas uniquement, mais c'est extrêmement important parce que ça nous permet de construire notre représentation du monde. Notre représentation, et d'ailleurs la plupart des quiproquos que nous pouvons avoir aussi sont dans la langue. Hein. Donc c'est très important de pouvoir stabiliser les mots justes. Et tous les phénomènes manipulateurs emprunte le chemin d'une imposture, d'une perversion, effectivement, d'un pervertissement de la langue pour réussir à semer le doute, la confusion et entraîner l'autre dans sa propre histoire, c'est-à-dire dans une histoire où on voudrait qu'il soit prisonnier. Alors, évidemment, la novlangue est un terme qu'on doit à Orwell sur le phénomène totalitaire, c'est-à-dire effectivement le mystère de la vérité qui ne cesse de mentir, etc. C'est-à-dire qu'on peut renommer, dénommer, les mots n'ont plus d'enracinement et n'ont plus de sens propre. Mais nous avons aussi beaucoup utilisé les analyses de Klemperer, donc l'universitaire juif qui avait été persécuté durant le Troisième Reich et qui avait
fait tout un travail de façon clandestine d'analyse, puisqu'il était philologue, sur la langue des nazis, en se rendant bien compte qu'il y avait finalement une évolution dans l'utilisation de la langue qui aidait grandement à la manipulation des masses, non seulement pour légitimer le discours de persécution, mais également pour désigner des victimes sacrificielles. Et Klemperer, qui a écrit donc, sur la langue du Troisième Reich, dit avoir acquis la conviction qu'il fallait absolument diffuser son travail parce que il a rencontré une femme qui avait été emprisonnée et il lui demande pourquoi vous avez été emprisonnée et cette femme avait répondu j'ai dit des mots qui n'ont pas plu. Donc finalement il y a dans le mot, en plus dans le phénomène totalitaire, il y a vraiment la question de la censure de la liberté d'expression, c'est-à-dire que il y a des mots qui deviennent dangereux, qu'on n'a plus le droit de prononcer, et il y a des mots qui sont sanctifiés, mais que nous devons, au contraire, intégrer dans la nouvelle religion. Donc, c'est ce que nous avons analysé, puisque nous avons analysé la logique, la rationalité et bien sûr la question de l'utilisation de la langue pour tout simplement créer le lavage de cerveau. Alors, ou pour reprendre un terme de Mao, la rectification de la pensée. La rectification de la pensée, pour qu'elle marche droit selon le phénomène totalitaire, il faut qu'elle adopte son langage, sa langue sectaire. Alors, on a essayé d'analyser comment ça se passait, cette corruption de la langue, pour faire rentrer petit à petit les psychismes dans l'idéologie. Il faut absolument, par exemple, si vous souhaitez culpabiliser quelqu'un, il va bien falloir lui dire que c'est de sa faute. Et donc, il va y avoir des désignations dans la langue. Ça, c'est un exemple très simple. Mais il y a eu beaucoup de phénomènes. Alors, j'ai analysé ce fait totalitaire avec la langue en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène de déconstruction de notre rapport naturel il est naturel parce qu'il est hérité. Hein. Nous en avons hérité de nos parents, de nos ancêtres et de toute une histoire de société. Donc, notre rapport naturel à la langue a été confisqué et il y a un second mouvement qui est la colonisation de la langue, par exemple avec les néologismes. Alors, pour le premier mouvement, c'est-à-dire quand on est confisqué de notre rapport naturel à notre propre langue, cela peut passer par l'utilisation de paradoxes, c'est-à-dire de sidération de notre pensée, de telle sorte que nous n'arrivions plus à utiliser certains mots. Alors, l'un des meilleurs exemples, c'est distanciation sociale. Hein, c'est-à-dire comment si on se met à distance des autres, ça ne peut pas être social. Hein. De la même façon, un malade asymptomatique, eh bien, un malade a des symptômes. Donc, en fait, ces utilisations de paradoxes sont très, très fréquentes dans la perversion et permettent précisément de créer le doute et la paralysie de la pensée, de façon à pouvoir ensuite la coloniser par une nouvelle langue. Alors, il y a d'autres phénomènes, on ne va peut-être pas tous les énumérer, mais je peux en prendre quelques-uns. Il y a les euphémismes, c'est-à-dire atténuer la réalité traumatique d'un événement ou la charge douloureuse en le banalisant dans un terme plutôt joli. Hein, donc, effectivement, confinement, c'est plutôt joli comme terme, ça fait un peu cosy, etc. Alors que ça a été extrêmement violent pour une très grande partie de la population mondiale qui était confinée sans revenu. Je le rappelle toujours, hein, donc sans moyen de subsistance. Hein. Ou de la même façon, quand on va créer des distinctions dans la population en disant qu'une partie de la population n'est pas essentielle, c'est tout de même des marqueurs. Alors, quand il va y avoir la colonisation de la langue, eh bien, cette colonisation va fonctionner en partie par une invasion de néologismes, c'est-à-dire de nouveaux mots. Et on a vu arriver une quantité, moi j'en ai relevé une soixantaine, mais il doit y en avoir plus, de nouveaux mots concernant un langage technique et médical. Alors, encore une fois, pour les spécialistes, des personnes qui ont un vocabulaire assez pauvre, par exemple en France,
possède environ 400 mots. Donc 60 sur 400, ça devient beaucoup pour modifier notre rapport à la réalité. Donc, et à la réalité de ce que nous partageons. Donc, on voit bien que tous ces nouveaux mots ont colonisé notre spontanéité dans notre langue et que c'est donc extrêmement compliqué ensuite de sortir de l'idéologie qui a besoin d'utiliser ces mots. L'un des autres marqueurs, c'est qu'évidemment, il y a des mots qui ont disparu. Ou qui ont été très très peu employés. Immunité, soigner, diagnostiquer, voilà, guérir et même remède, par exemple, n'a pas été un mot extrêmement utilisé. Donc tout ceci vise à nous faire rentrer dans l'entonnoir de l'idéologie. Ensuite, c'est comme un viol politique de la langue, en fait. Il y avait chez Klemperer cette idée que les nazis utilisaient la langue pour des fins idéologiques en technicisant et en mécanisant les mots. Alors, c'est exactement quelque chose qu'on a vu. Je vais prendre un exemple. Donc, il y a à la fois, donc, dans la technique, c'est un langage savant et technocratique. Donc, on nous a parlé d'isolement prophylactique, de contact tracing. On nous a parlé de tous ces mots extrêmement techniques qu'on nous a infusés. Et puis, dans ces métaphores techniques et mécaniques, on a retrouvé réellement des termes de la mécanique, comme par exemple les mesures de freinage. C'est-à-dire que là, si vous allez sur le site des déplacements internationaux du ministère de l'Intérieur, on vous explique qu'en cas d'échappement immunitaire, il faudra activer le mécanisme de frein d'urgence. Donc ça, c'est quelque chose qu'avait relevé Klemperer. Alors à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à déshumaniser, bien sûr, c'est-à-dire à réduire toutes les interactions humaines, émotionnelles, sensibles, intellectuelles, politiques, métaphysiques, à de la mécanique. C'est-à-dire c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. Mais contrairement à ce que c'est une expression de Bergson, mais ça n'a pas vraiment fait beaucoup rire. Donc c'est quelque chose qu'on a retrouvé sans cesse. Donc on a fait une analyse des discours aussi sur les thématiques guerrières, les thématiques numériques, encore une fois ce réductionnisme de l'individu à un état viral ou un état mathématique, un cas plus, un cas moins. Et tout ceci mérite une grande attention de notre part parce que effectivement, à partir du moment où on va réemployer les mots du colonisateur, eh bien nous sommes colonisés. Et nous sommes tous victimes de ce phénomène. Donc, il faut opérer une sorte de traque sur notre usage de la langue. Alors, vous expliquez aussi que le champ politique et le champ médiatique ont usé de procédés manipulateurs bien connus en psychologie par le recours au sensationnel et au passionnel, chargeant d'émotions les discours pour susciter tout à la fois terreur et empathie. Vous précisez d'ailleurs que la terreur et l'empathie sont deux émotions qu'il convient de manipuler pour obtenir une soumission psychique de la part des populations. Vous évoquez l'usage de ce qui s'apparente selon vous à des méthodes de torture psychologique et vous insistez notamment sur le recours à des rituels obsessionnels proches de pratiques sectaires et à des mécanismes de répétition destinés à matraquer, paralyser et sidérer la pensée. Alors comment le recours à l'émotion, notamment la peur et l'empathie, et aux mécanismes de répétition participe-t-il de la subversion du langage et en quoi peut-on parler de torture psychologique selon vous ? Oui, pour coloniser en fait psychiquement quelqu'un, il faut rentrer chez lui. Pour rentrer chez lui, il faut créer un choc, il faut créer ce qu'on appelle une effraction au niveau psychique, une effraction traumatique, c'est-à-dire un cambriolage. Pour cambrioler, c'est très simple, entre guillemets, il faut créer un choc traumatique, c'est-à-dire le sentiment d'une imminence de mort pour soi ou pour autrui. Donc, je crois quand même que tout le monde est d'accord que ceci a été largement agité dans les médias de masse.
Pour soumettre également quelqu'un, il faut réussir à créer ces chocs de façon répétée sur la durée, en laissant des moments d'accalmie pour que la personne ait la sensation que c'est terminé. Donc, ce sont des méthodes de torture psychologique, voire, encore mieux, que le bourreau puisse donner la sensation d'être gentil. C'est-à-dire qu'en fait, il torture et ensuite il donne un verre d'eau. Donc, tout ceci a pour effet de créer de la confusion mentale à très haut degré. C'est à partir de la confusion mentale que le cerveau sera colonisé. Alors, les deux grandes émotions qui sont effectivement manipulées sont la terreur, puisque un individu qui est terrorisé perd ses capacités de réflexion. Au moment où il est terrorisé, il n'est plus en capacité d'utiliser ses facultés réflexives, mais également l'empathie, parce que l'empathie est la base du sentiment de culpabilité. Hein, c'est parce que je suis très empathique envers ma grand-mère que, bien évidemment, je n'ai pas du tout envie d'aller la tuer si je la vois et je lui fais un bisou. Donc, comme le sentiment de culpabilité a pour effet de paralyser l'action de quelqu'un, eh bien, nous paralysons à la fois la pensée et l'action. Puisque si on se sent coupable, eh bien, on n'agit plus, puisque de toute façon, ce qu'on va faire, ça ne va pas aller, parce qu'on est coupable. Donc, cette soumission s'obtient sur la durée par de la répétition et par cette addition de chocs traumatiques dans lesquels, bien sûr, au moment du choc, donc où la personne est paralysée à la fois dans son action et dans sa pensée, on va lui réciter les nouvelles tables de la loi. Comme ça a été, je reprends le terme des tables de la loi, puisque c'est quelque chose qui est intervenu au niveau de la pandémie. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le lavage de cerveau. Et puis, dans ces nouvelles tables de la loi, il va falloir répéter de façon lancinante, non seulement des termes, mais aussi des slogans. C'est-à-dire, un slogan, c'est une expression très courte qui empêche également la réflexion et qui vient coloniser comme une espèce de chanson, d'un refrain qui revient en permanence dans la tête pour que la personne évite précisément de penser. Alors, du point de vue de l'individu, c'est très pratique parce qu'il y a un tel malaise, il y a une telle sensation d'être déboussolé que d'avoir des réponses dans le langage, des réponses dans le slogan, sont des formes de certitude qui rassurent. Donc, il suffit juste de les appliquer. Puisque je ne sais plus où agir, eh bien, je sauve des vies, je reste chez moi. Voilà. Donc, je prends le slogan et je l'applique pour mon action de façon protocolaire, ou ma non-action d'ailleurs, et également pour être empêché dans la réflexion. Donc, tout ceci est quand même connu dans les manipulations de masse. Et puis, parfois, dans les slogans, il y a aussi des choses qui ne veulent rien dire et qui sont également là pour coloniser la pensée. Au moins, occuper tous les espaces vides de façon à ce qu'il n'y ait pas la tentation de pouvoir remettre en route une faculté de raisonnement. Oui, je vais rebondir sur ce que dit Ariane, sur effectivement la confusion mentale qui a été, je pense, un des outils clés dans la manipulation aujourd'hui, et en particulier par deux types de personnages qui normalement sont plutôt rassurants, qui sont effectivement les scientifiques, les mathématiciens d'un côté, les médecins de l'autre. Alors effectivement, les scientifiques normalement ne sont pas des gens qui basculent dans le sensationnalisme, qui effectivement ce sont des gens toujours très mesurés, qui n'en disent jamais plus que ce qu'ils pensent savoir. Et là, on a vu arriver sur le devant de la scène justement des prophètes tels Ferguson ou Cauchemez. À tel point que Cauchemez aura une phrase incroyable dans le journal Le Monde, qu'il interviewera donc en mars 2020, sur les fameux 500 000 morts. Et Cauchemez dira « Ah là là, mon Dieu, mais oui, mais c'est la première fois que je souhaiterais que les modèles se trompent. » Bon. Alors c'est magnifique comme phrase parce que d'abord, ça voulait dire que les modèles ne se sont jamais trompés avant, ce qui était faux. Et comment voulez-vous, quelqu'un qui fait toute sa vie un scientifique du modèle, l'existence de ce qu'il doit faire, qui en viendrait à souhaiter que le modèle soit faux,
comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir confiance en lui et donc craindre les fameux 500 000 morts qu'il va annoncer. Les scientifiques sont pas là pour annoncer l'apocalypse, ils sont là pour être tout à fait sérieux, crédible, mesuré. Et donc, cette confusion des genres, ou des gens qui, normalement, sont là pour ne jamais faire de prédictions, justement, oraculaires, eh bien, ces gens-là se mettent précisément à dire qu'on va tous mourir, en gros. Eh bien, ça participe effectivement à la confusion mentale. Hein. C'est un peu comme une mer toxique. Si vous le voulez, vous pouvez pas imaginer qu'elle vous veut du mal, et pourtant, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et l'autre, c'est bien sûr les médecins. Ce que dit toujours le professeur Raoult, c'est qu'un médecin est là toujours pour vous rassurer, quelque part, pas pour créer de la panique, pas pour effectivement vous laisser penser que vous allez mourir dans l'instant. Et là, tous les médecins de plateau télé qui sont allés, pareil, annoncer l'apocalypse, ont participé à cette confusion mentale. Donc, des personnes qui, normalement, sont là pour être dans la modération, dans la mesure, jamais dans le sensationnalisme, que sont les scientifiques, pour être dans le soin et le rassurement que sont les médecins, eh bien, ceux-là, effectivement, ont joué le rôle, en fait, de prédicteurs d'apocalypse. Et ça, je pense que ça a eu un impact tout à fait sidérant sur beaucoup de monde qui se sont dit, mais attendez, si ces personnes-là, qui normalement sont mesurées, rassurantes, se mettent tous de concert à dire que c'est très grave et qu'on va sans doute tous peut-être potentiellement mourir, alors il y a quelque chose qui doit nous tenir effectivement dans la peur. Donc oui, il y a une manipulation de la parole scientifique, médicale, qui du coup a été une torture psychologique, parce que en racontant des choses complètement fausses, en dehors de toutes les règles usuelles de prise de parole, donc de ces champs-là que sont la science ou la médecine, eh bien on a plongé les gens dans une angoisse très importante, qui fait, comme disait Ariane, que une fois qu'on est dans la peur, on perd ses capacités de jugement et de ses facultés de raisonnement critique. Vous êtes très critique aussi à l'égard de la sphère médiatique dans votre livre, et particulièrement à propos de ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits, un exercice auquel plusieurs médias s'adonnent. Vous écrivez notamment que le fact-checking constitue la réunion canonique de la fausse science et du sophisme politique. C'est la forme contemporaine par excellence de la langue totalitaire. Et vous soulignez aussi que les accusations de complotisme et de conspirationnisme fonctionnent désormais comme la nouvelle Inquisition. Alors, en quoi le fact-checking est-il la forme contemporaine par excellence de la langue totalitaire? Quel regard est-ce que vous portez sur le rôle des médias et leur rapport à la vérité aujourd'hui? Est-ce qu'on a affaire à une forme de clergé médiatique, selon vous? Oui, alors je vais commencer par répondre. En fait, le fact-checking s'intéresse aux faits, comme il le dit. Il ne s'intéresse pas aux hommes, il s'intéresse à l'humanité, pas à l'humanité non plus, il s'intéresse plutôt aux choses, et donc ne voit dans les interactions entre les individus que des choses mesurables, quantifiables, qui n'appellent pas effectivement de nuances, qui sont soit vraies, soit fausses, mais qui ne disent rien effectivement de l'humanité. Alors en fait, ça permet du coup de ne voir dans l'organisation sociale que des règles qui elles-mêmes sont basées sur des faits. Et tout cela, en fait, est incontestable, n'appelle pas de nuance, et donc fait en sorte que la discussion soit remplacée par l'observation, et on passe de la politique, si vous voulez, à la police directement. Voilà. La police vient constater que vous êtes mal garé, en gros, vous met une contravention, et tout cela n'est pas discutable, et la seule question, c'est est-ce qu'on était ou pas bien garé. La raison pour laquelle vous seriez mal garé parce que voilà, votre femme était en train d'accoucher, que tout d'un coup il y a une ambulance qui passait, vous êtes arrêté, enfin, etc. Tout ça disparaît au profit juste d'une réduction totalement réifiante de la vie. Et donc c'est le fait justement de vouloir réduire les hommes avec leur histoire, avec leur psychologie, avec leurs sentiments, etc., à des objets quantifiables et mesurables. Et donc, le fact-checking, c'est ça. On mesure, on quantifie,
On dit si oui ou non on est dans la mesure, et puis si on n'est pas dans la mesure, eh bien, on appliquera telle ou telle règle parce que c'est juste une correction eh bien, d'une déviance par rapport à quelque chose de mesurable. Donc le fact-checking nécessite que tout soit mesurable, quantifiable, et dire si oui ou non on se trouve dans cette mesure-là. Donc en fait, c'est une perte d'humanité complète qui fait que toutes les interactions sociales sont vues autour des faits. Et c'est les faits, du coup, qui dictent la vie en société et non pas les règles ou les lois, justement, qui viennent de la philosophie, de l'histoire de la politique, et avec lesquelles on finit toujours par discuter. Donc dans les États totalitaires, eh bien, il n'y a que du fact-checking, en fait. On vérifie ou pas les faits sans les discuter, et chaque fait implique nécessairement derrière l'application d'une règle. Et c'est en cela que, si vous voulez, on a perdu toute forme d'humanité. On discutait de savoir si on était ou pas contagieux, etc., mais pas du fait de savoir si on avait envie de se retrouver avec quelqu'un. Et donc, le fact-checking, c'est ça, la réduction de chaque être humain, en fait, à quelque chose de mesurable, dont on peut dire si oui ou non il est dans la bonne case. Alors vous évoquez également dans le livre la dimension technologique du phénomène totalitaire à l'ère moderne, notamment à travers l'usage du numérique et la mise en place de dispositifs comme les QR codes ou les applications de traçage. Comment cette évolution de la technique et notamment le développement des outils numériques s'inscrit-elle dans le cadre du totalitarisme? Quel nouveau champ ouvre-t-elle pour l'expression du phénomène totalitaire? Alors, disons que bon, ça rejoint effectivement la question précédente sur le fait que à la fin, il y a plus que des personnes qui sont numérotables, donc on fait juste un décompte en fait. Le totalitarisme ne fait que compter des individus pour finalement évacuer derrière toute forme d'identité propre. En fait, on ne voit plus que des traitements administratifs. Donc ça permet, comme on le disait tout à l'heure, une administration totale en fait des gens et une vision purement d'ensemble, c'est-à-dire que la spécificité des uns et des autres disparaît. Et de ce point de vue-là, l'identité numérique, c'est juste une contradiction dans les termes. On ne peut pas être à la fois réductible à un numéro, à un QR code, et avoir une histoire, avoir des émotions. Et donc, c'est évidemment l'effacement de l'être humain derrière le chiffre. Derrière, il y a vraisemblablement cette idée du cybernétisme qui veut que les individus et la vie soient réduites en fait à de l'information. Et cette information cherche juste un support pour ne pas être effacée. Et donc, ce qui est important, c'est l'information qu'on associe et le fait de conserver cette information. Et derrière cette vision tout à fait réductionniste, en fait, il y a, hélas, des idées assez fausses sur ce que c'est que la vie. C'est Norbert Wiener, dans les années 50, en fait, qui a un peu impulsé ces idées-là. Et on confond aujourd'hui la notion même de vie avec la notion d'information et d'entropie associée à cette information. Et c'est vers ça, en fait, qu'on essaye de faire tendre l'individu. Donc l'individu se définit uniquement du coup par sa mémoire et par l'information construite à partir de cette mémoire. Et donc c'est pour ça qu'on va réduire l'individu à un QR code. On va mettre ce qu'il est dans des banques de données. Et selon les propos, par exemple, d'un transhumaniste comme Harari, en fait, on peut aujourd'hui hacker le cerveau de l'individu. Donc on l'a réduit à n'être que la circulation d'informations dans des neurones qu'on assimile à des câbles électriques ou des processeurs d'ordinateur. Et c'est comme ça qu'on voit l'individu de demain. Et donc il a perdu toute forme finalement d'humanité. Et c'est ce phénomène-là qu'on veut imposer de manière très brutale aujourd'hui à travers les bibliothèques d'un côté et puis le traitement numérique qui est associé de l'autre. Dans votre livre, vous soulignez que le phénomène totalitaire ne se réduit pas uniquement à la sphère sanitaire et vous évoquez le projet de création d'un homme nouveau, donc d'une nouvelle normalité qui passe par l'éradication de l'homme ancien, de ses traditions et de ses modes de vie.
Vous expliquez que l'avènement de cette nouvelle normalité et de cet homme nouveau exige de créer un rituel initiatique de mort de l'ancienne humanité, et ce rituel consiste à renoncer à notre vie d'avant. Dans quel cadre plus vaste ce projet totalitaire s'inscrit-il selon vous? À quoi pourrait ressembler cette nouvelle normalité et cet homme nouveau que le totalitarisme appelle de ses voeux? Les systèmes totalitaires ont toujours une proposition qui est la proposition du délire paranoïaque. C'est la politique de la table rase. En clair, avant moi, il n'y avait rien. Et l'homme nouveau augmenté, le surhomme, qui, en comparaison aux attardés rebuts qui seraient des sous-hommes. Ça, c'est l'idéologie. C'est toujours la même structure idéologique. Donc aujourd'hui, on a vu l'ambition de traiter les êtres humains comme des unités mathématiques, mais finalement, il y a une dimension de déification matérielle. Donc c'est un paradoxe, mais quelque part, il n'est pas de moi, il est de tout simplement l'un des conceptualisateurs de ce transhumanisme qui est Harari. Et dans une interview de 2017 pour Le Temps, il explique bien que le projet, c'est de nous transformer en Dieu dans la matière, mais en fait, ce n'est pas un Dieu spirituel, c'est simplement qu'on aura plus de pouvoir numérique, de pouvoir de nous conserver dans cette dimension matérielle. Donc, ça implique le contrôle du cerveau humain, notamment le contrôle électrique du cerveau humain. Donc, Harari nous explique ça, que voilà, c'est en projet, c'est en cours de développement, et ça implique une réduction de l'être humain, encore une fois, à la mécanique, d'où l'utilisation de la langue, pour nous réussir à nous faire avaler ça, à la mécanique, à la technique, à l'informatique et à de simples fonctions biologiques de base. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop complexe. Donc, c'est tout simplement un esclavage expérimental et qui nous est en réalité présenté sous l'idée que nous serions déifiés. D'ailleurs, dans cette interview très intéressante, le journaliste lui pose la question, mais tout de même, voilà, c'est un peu compliqué le terme surhomme parce que ça a été employé quand même par les nazis. C'est un petit peu compliqué. Ben non, Harari trouve ça très bien. Il trouve juste que les nazis, c'était quand même très réducteur parce qu'ils opéraient le surhomme par une reproduction sélective et une purification ethnique, alors qu'aujourd'hui, nous avons bien les moyens de développer le surhomme par l'ingénierie génétique, les interfaces cerveau-ordinateur. Et bien évidemment, ceux qui ne suivent pas le mouvement, eh bien, quelque part, on ne peut que le déplorer. Voilà, donc c'est assumé, c'est pas quelque chose de caché. La division de la société entre des surhommes et des sous-hommes est aujourd'hui totalement assumée. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, doit poser un petit peu question. Donc c'est toujours la même logique, la logique totalitaire. C'est une logique de division, c'est une logique de sacrifice de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas accéder au nouveau stade du surhomme, tel qu'il va être défini selon l'idéologie du moment. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais que dans cette idée de surhomme, le surhomme doit être créé pour aller vers une société optimale. Sauf que la société optimale, seul l'ordinateur peut la calculer, puisque lui aurait tous les paramètres, et en ayant tous les paramètres, serait capable de calculer une solution globale qui serait optimale pour l'ensemble. Et dans les sociétés totalitaires, c'est toujours l'ensemble qui prime sur l'individu, et si la solution optimale pour l'ensemble nécessite qu'on se passe de certains, on le fera. Donc il y a cette idée des inutiles, ce qu'Harari a appelé les inutiles, et qu'on voit d'ailleurs dans les soignants suspendus, qu'on considère comme des inutiles, non essentiels, puisque même quand l'hôpital hurle effectivement de manque de moyens, que les pompiers se battent jour et nuit contre les incendies, eh bien, on les laisse en dehors parce que ces gens-là, refusant au fond la biotechnologie qu'on veut leur imposer, eh bien, ils ne peuvent prétendre au statut justement d'homme augmenté, qui lui seul pourra constituer dans l'avenir une société meilleure, qui sera justement
optimale à plein niveau. Donc, les mathématiques sont censées être celles qui vont nous donner le guide de l'organisation optimale et il faut vous y conformer. Donc, si en mars 2020, l'ordinateur dit que le confinement permettra de stopper l'épidémie ou de lisser les pics redoutés parce que justement l'hôpital est sous-dimensionné, alors il faut absolument s'y conformer parce que dans la société du futur, c'est au fond l'algorithme optimal qui donnera le mode d'organisation de la société. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous faites partie des gens qui n'auront vraisemblablement plus le droit de vivre en société. Donc, il faut penser, je crois, ce qui est important, c'est de bien voir qu'il y a une vraie idéologie derrière. Alors, elle était cachée, mais justement, elle s'impose de manière sournoise à travers la langue mécanique. Et l'étude de la langue, en fait, dit souvent énormément de choses sur l'idéologie souterraine, en fait, qui anime souvent les décideurs, les idéologues, les propagandistes. Et derrière, on sait qu'il y a ce qu'on peut jouer des techniques de nudge, mais bon, qui sont au fond, j'allais dire, c'est aussi un nouveau mot pour parler tout simplement de la propagande, tout ce qu'il y a de plus ancienne. Il y a des cabinets de conseil, en fait, souterrains qui sont animés en général par des idéologies qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas et qui font justement que ça va être très contagieux parce que ça passe dans le langage sans qu'on ne s'en rende pas compte, même si le langage a été lui-même remodelé à partir d'une perversion du sens pour imposer une nouvelle perception idéale de l'humanité et du futur. Ce qui est très important dans les phénomènes totalitaires, c'est qu'on se projette toujours dans le futur et dans la société idéale du futur où l'homme pourrait vivre quasiment de manière éternelle. C'était le Reich dominant. Et chez Harari, c'est l'idée que l'homme étant réduit à son information, à sa mémoire, en fait, il faut juste qu'il trouve les substrats pour vivre le plus longtemps possible. Mais le corps et le cerveau sont des organes biologiques qui, hélas, vieillissent, qui ne sont pas parfaits. Et dans, effectivement, l'idéologie, il y a cette idée, de toute façon, qu'on va aller vers une fusion homme-machine pour sauver l'individu défini par son information et sa mémoire. Et l'augmentation de l'homme par la biotechnologie fait partie, évidemment, des moyens de débarrasser l'homme des scories de son corps. Et ça, c'est tout à fait clair. Donc, oui, il y a dans cette novlangue, en fait, un parti pris idéologique très puissant. Et si on ne l'analyse pas, en fait, il va s'imposer à nous comme par effraction. C'est exactement ce que disait Ariane au début. Et tous les mots qu'on emploie sont autant d'entrées par effraction dans notre perception de l'homme et de la société qu'on veut nous imposer. Vous faites d'ailleurs un parallèle dans le livre avec la façon dont les maladies en général sont perçues par certaines communautés. Vous prenez l'exemple des tribus indiennes qui voient la maladie comme le symptôme d'un désordre et d'un déséquilibre, le signe d'une disharmonie entre l'être humain et son environnement. Alors que traduit aussi cette crise de notre rapport à la maladie, à la santé et à la vie, selon vous? Je crois il est très utile de reprendre la distinction du philosophe italien Agamben entre j'ai envie de le dire comme ça, de la vie et la survie. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça traduit une société terrifiée par la vie et qui cherche à se maintenir dans la survie. La vie suppose des prises de risques et de l'aventure. C'est aussi de l'imprévu, c'est de l'accident, c'est du mouvement et c'est aussi de la maladie et de la mort. C'est le prix à payer en fait de nos vies. C'est d'être à un moment donné confronté à la maladie et à la mort. Donc l'idée d'immobiliser la vie, c'est tout simplement une société morte. La vie et le mouvement. Donc immobiliser les populations, c'est mortifère, tout simplement. Alors, la définition implicite de la santé depuis 2 ans, c'est l'absence de maladie potentielle. Parce qu'en fait, on peut être positif et pas malade et en même temps, on va être mis dans le sac des malades. Donc, en fait, c'est donc une santé
qui n'est pas en mouvement. Et c'est une santé qui est totalement même contraire à la nature humaine, puisque, comme je l'ai précisé, nous sommes porteurs d'innombrables virus qui ne sont en plus pas des menaces, mais nous aident à renforcer nos anticorps. Donc, si on avait pris la définition que donne le philosophe Canguilhem de la maladie, il est évident que l'orientation politique face à ce que nous avons vécu n'aurait pas du tout été la même. Je vais donner cette définition. La santé, c'est le luxe de pouvoir tomber malade et de s'en relever. Toute maladie est au contraire la réduction du pouvoir d'en surmonter d'autres. Vivre pour l'animal déjà et à plus forte raison pour l'homme, ce n'est pas seulement végéter, se conserver, c'est affronter les risques et en triompher. Voilà, donc il est évident que immobiliser la vie va conduire effectivement tout simplement à une humanité extrêmement en souffrance, comme on l'a vu, avec des conséquences considérables qui n'ont pas du tout été mesurées par certaines catégories de population sur le moment, par les gouvernants sans doute davantage, mais qui ont des effets extrêmement destructeurs et chaotiques. Donc la maladie, c'est un déséquilibre. Ce n'est pas un ennemi extérieur qui vient à l'intérieur de nous. Enfin, c'est un délire de persécution. Sinon, on serait tous malades de la même façon. Donc, il y a la question, c'est pourquoi certains tombent malades et pourquoi d'autres ne tombent pas malades à certains moments donnés. Eh bien, nous tombons en déséquilibre. Donc, il faut nous réharmoniser, nous renforcer au niveau de notre immunité naturelle et notre terrain. Donc, c'est ce réductionnisme, encore une fois, qui déshumanise les individus et qui les réduit à porteurs ou non d'un virus, qui n'a aucun sens. C'est une évacuation de la vision complexe du réel et de l'être humain. Donc finalement, en définitive, l'être humain est considéré coupable d'être vivant. D'ailleurs, on voit pointer ça dans la taxe carbone. C'est-à-dire que le fait que nous rejetons du dioxyde de carbone n'est pas un problème en soi. Nous sommes en interaction avec les arbres qui se nourrissent de notre dioxyde de carbone et vice-versa. Donc, il y a une interaction tout à fait harmonieuse. Sauf qu'effectivement, si on déforeste et en même temps on nous taxe sur les carbones, c'est qu'en réalité, nous sommes coupables d'être vivants. C'est ça la pensée paranoïaque. Donc là, dans la pensée paranoïaque, le corps humain, c'est un objet inerte, une gestion statistique de corps infectés, non infectés, un individu réduit à un cas, l'idée qu'en injectant une substance, le virus va disparaître, donc il n'y a pas d'interaction complexe, etc. Et le statut ontologique des êtres humains devient des corps chiffres. Ce sont des corps chiffres, nous sommes des chiffres, ce qui d'ailleurs légitime l'utilisation des QR codes et notre asservissement qui est en cours, voire une éventuelle éradication future, parce qu'à un moment donné, s'il y a trop de chiffres, il faut bien supprimer des chiffres dans l'équation. Vous écrivez aussi dans votre livre que la mesure, l'équilibre, la tempérance, le doute et la prudence sont souvent nécessaires pour éviter d'aventure de se retrouver malgré soi absorbé dans une idéologie lorsqu'elle s'emballe. Alors, Ariane Biran, dans l'un des textes de votre ouvrage Chronique du totalitarisme, vous évoquiez l'ataraxie, c'est-à-dire la suspension des émotions, et l'époquait la suspension du jugement comme des antidotes salutaires pour résister à l'embrigadement. En quoi la suspension des émotions et du jugement peut-elle permettre de résister au phénomène totalitaire ? Comme on l'a vu, il y a donc cette contagion de la nouvelle langue et des émotions qui sont fabriquées dans les manipulations de masse. Alors, il y a quand même quelques critères intéressants à regarder. C'est quand vous voyez tout le monde changer radicalement du jour au lendemain et suivre en fait un discours ou partager des émotions qui sont totalement identiques, nous avons probablement en fait affaire à une manipulation. Et d'ailleurs, c'est très visible pour les gens qui n'ont pas du tout la télévision ou qui sont un peu retirés du monde et qui peuvent témoigner. Ils retournent à la civilisation, entre guillemets, une fois par mois. Le discours a changé, tout le monde est maintenant comme ci ou comme ça. Et donc, je crois que la masse a rarement raison. C'est-à-dire que quand on voit des phénomènes collectifs d'un coup qui s'emballent, on doit toujours garder une distance pour d'abord analyser ce qui se passe avant de
d'accepter de rentrer dans ce phénomène, pourquoi pas, mais il faudrait accepter d'y rentrer en connaissance de cause. Et donc, ces deux méthodes stoïciennes, hein, de philosophie antique, sont très importantes parce que ça, c'est un premier mouvement, en tout cas, extrêmement important. C'est-à-dire, non seulement je ne souscris pas à ce qu'on immédiatement à la nouvelle croyance, mais je suspends mon jugement. C'est-à-dire, je ne vais pas non plus essayer d'aller contre tout de suite. J'observe, je me mets à distance, je prends de la distance et j'observe. Et de la même façon pour les émotions, c'est-à-dire, j'observe quelles sont les émotions qui me traversent. Et si je suis pris de panique, il faut quand même se souvenir que toujours, les personnes qui ne nous veulent pas du bien essayent de nous faire peur. C'est très simple. Donc, c'est dans les contes d'enfants. Enfin, c'est vraiment... voilà, donc c'est important de regarder déjà à l'intérieur de soi parce que quand même, là où nous avons le pouvoir, c'est déjà de ne pas alimenter cette idéologie ou ces idéologies changeantes et mouvantes, donc déjà de pouvoir prendre de la distance. Ensuite, si on n'est pas pris dans ces émotions de masse ni ce discours idéologique, nous aurons la capacité de commencer à analyser ce qui se passe, même si on ne le comprend pas tout de suite, parce que parfois c'est extrêmement complexe, et donc il faut prendre le temps. Mais déjà, se mettre dans cette position de... si tout le monde commence à suivre aveuglément un nouveau film, c'est peut-être qu'il y a un nouveau film qu'il convient d'analyser. Et pas qu'il s'agit d'une vérité ou d'un nouveau phénomène qui serait absolument réel. Voilà. Et on le voit, enfin, les gens, selon l'influence médiatique, on passe d'un sujet à l'autre. L'ancien sujet qui était si crucial la veille n'existe plus. Donc, il y a bien l'existence de manipulation de masse. Et alors, pour conclure, quel est le point le plus important que nos auditeurs devraient retenir de cet entretien selon vous? Bon, tout d'abord, qu'ils lisent notre livre pour se rendre compte encore plus, sans doute, à quel point il est important de porter son attention sur la langue que nous utilisons, l'usage des mots et la justesse des discours, et réussir à se légitimer en tant qu'individu pour interroger ce qui est présenté comme une certitude. Et les certitudes, c'est souvent très dangereux. Voilà. Effectivement, comme ça a été mis en exergue dans le livre, les mots peuvent être comme des muscules gouttes de poison. Et c'est contre celle-là qu'il faut lutter. Et en fait, chaque mot mérite une analyse. Chaque construction de phrase mérite une analyse. De sorte que on arrive derrière à repérer les mécanismes de l'idéologie. Et donc, ce livre, c'est à la fois quelque chose qui a été pour nous l'occasion de faire nous-mêmes une analyse, mais qui est aussi le point de départ, je pense, vers quelque chose d'encore plus large sur l'articulation entre l'idéologie et la psychologie. Et la raison pour laquelle finalement on se met, selon les termes de la Boétie, à entrer dans une servitude volontaire. Et c'est contre cette servitude volontaire qu'il faut absolument lutter en analysant les mécanismes du langage qui nous font agir, hélas, pour la plupart d'entre nous, comme on a agi aujourd'hui. Je pense, pour terminer, à certains médecins qui ont sacrifié quelque part des non-vaccinés en les traitant comme des manqueriens ou en les refusant tout simplement d'entrer à l'hôpital. Donc, comment on en arrive là? C'est par le langage, et l'analyse du langage est fondamentale pour comprendre comment elle va manipuler tout simplement l'intérieur. Merci à tous les deux pour votre éclairage.